Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour, nous suivons depuis quelques années le mouvement de défense des mouvements et autres vestiges architecturaux en Arménie sans pour autant toujours comprendre les vrais enjeux ou tous les enjeux à la fois culturels, politiques, idéologiques ou même sociaux. Avant de parler de ces revendications, ne serait-il pas utile, voire nécessaire, de plonger dans l'urbanisme et l'architecture soviétique et post-soviétique et voir l'évolution, les tendances, les intérêts à préserver ou détruire ou encore à remplacer ce patrimoine par quelque chose de nouveau. Et nous évoquerons bien entendu le nouveau, c'est-à-dire ce qui se construit ou se construira encore. Alors nous parlerons beaucoup d'urbanisme, d'architecture avec Tali Dermination, professeure à l'INALCO, historienne et vice-directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques, avec Frédéric Chauvin, auteur de Cosmic Communist Constructions Photographed. Il est photographe et rédacteur en chef du magazine Citizen K. Nous parlons aussi d'urbanisme et de mise en valeur touristique de l'urbanisme de Yerevan, d'une manière particulière avec Adeline Marquis, qui est urbaniste, qui a travaillé dans le cadre de la coopération décentralisée entre la région Île-de-France et la municipalité de Yerevan, et enfin Laurie Ekimian, qui est ancienne coopérante de la région Île-de-France à la mairie de Yerevan, et nous serons par téléphone avec Suzanne Monod, qui est enseignante d'architecture à l'école d'architecture de Lyon, qui a eu une intervention, donc une coopération avec l'Arménie. Bonjour à tous. Merci d'être ici pour parler donc d'un sujet qui est important pour tout le monde, puisque quand on va à Yerevan, en Arménie d'une manière générale, et quand on y va sur une période depuis l'indépendance, donc en 20 ans, on voit à la fois ce qu'on peut appeler les dégâts, on voit les changements qui sont quelque part, qui allaient de toute façon venir. Il y a une évolution qui se fait. On est passé d'une ère soviétique à une république indépendante avec également une envie de changer le passé, de tourner la page et de construire sur le plan de l'urbanisme également, comme dans la vie au quotidien, de construire quelque chose de nouveau. Alors, Tali Dermination, vous avez sorti il y a quelque temps Patrimoine et architecture dans les États post-soviétiques, donc c'est un travail collégial que vous avez co-dirigé. Que vous avez dirigé, pardon. Oui. Ce sont les actes de 2 journées d'études que nous avons organisées en 2011 à l'INALCO, à l'Observatoire des États post-soviétiques. L'une était consacrée à la question du patrimoine dans l'ancien empire soviétique, la manière dont on a traité le patrimoine, quelles étaient finalement les déontologies, les soubassements idéologiques du traitement patrimonial à l'époque soviétique et en quoi ces conceptions existent encore aujourd'hui. Donc ça, c'était le thème de la première journée d'études, et la seconde était consacrée à l'architecture post-soviétique à travers un certain nombre d'exemples. Donc ce livre est un ouvrage collectif qui rassemble les actes de ces 2 journées. On traite évidemment d'un certain nombre d'exemples qui touchent aussi bien à Moscou, l'Asie centrale, il y a un chapitre sur Astana, etc. Mais enfin, l'Arménie est en bonne place, bien entendu, puisque 2 contributions et demie lui sont consacrées, plus l'introduction qui traite aussi beaucoup des questions d'urbanisme en Transcaucasie. Alors, il est très important de revoir un peu à travers ce travail et cet ouvrage que ce qu'on voit aujourd'hui en Arménie. C'est vrai que par rapport à l'Arménie, parce que Yerevan, c'était quand même, il faut le dire, avant 1918, c'était une petite ville, c'était pas une capitale vraiment importante pour les Arméniens. Non, c'était pas une capitale avant 1918. Donc, de toute façon, il y avait 30 000 habitants dans cette ville, c'était une ville poussiéreuse, mais d'un seul coup, elle a pris de l'importance. Donc, comment peut-on définir la naissance de l'urbanisme à Yerevan?
avant 1918, y avait-il réellement quelque chose ou c'est vraiment avec l'indépendance et la soviétisation surtout? Avant 1918, la ville avait à la fois l'aspect effectivement d'une bourgade orientale très fortement marquée par l'obédience persane, puisque jusqu'au début du 19e siècle, le Yerevan appartenait à l'Empire perse et non pas à l'Empire russe. Et à cette strate d'habitat à la mode persane, enfin habitat de terre justement, s'est ajouté un urbanisme que je définirais comme urbanisme colonial russe du 19e siècle, qui était la partie alors définie comme ancienne de Yerevan, qui est cette série de bâtiments qui se trouvaient encore jusqu'il y a peu avant justement les destructions inhérentes à la construction du boulevard du Nord, qui se trouvaient donc dans le centre de la ville. En pierre un peu noire. En pierre un peu noire, dans ces matériaux volcaniques qui sont ceux de la région. Alors, donc, Yerevan en tant que capitale de l'Arménie, c'est quasiment intégralement une ville du XXe siècle, puisque c'est l'urbanisme soviétique qui l'a construite. Alors, c'est vrai que c'est pendant les 2 années d'indépendance avant bien sûr, la soviétisation. Alexandre Tamanyan était déjà là au moment de l'indépendance, contrairement à ce on l'a gardé heureusement parce qu'il a fait de Yerevan une belle ville quand même, il faut le dire. Son projet, il était beau. Bien entendu. Oui, c'est un projet fantastique et d'ailleurs dans les années 30, toute la propagande soviétique à l'extérieur auprès des intellectuels communistes par exemple français ou autres consistait justement à faire valoir combien Yerevan était une ville de l'avenir qui incarnait finalement le projet soviétique en construction, même si dans les années 30, le projet était encore à l'état virtuel, puisque la plupart des constructions de Tamanyan, y compris l'opéra, la place de la République, etc., ont été achevées après la Seconde Guerre mondiale. Alors, si on regarde Frédéric Chobin, vous qui êtes photographe, vous avez fait pas mal de pays pendant l'époque soviétique, hein, donc vous n'avez pas commencé avec les indépendances. Est-ce que on peut dire que d'un pays à l'autre, d'une république à l'autre, il y a des différences dans les méthodes, ou c'était comme on nous le dit, c'est Moscou qui disait voilà les formes qu'il faut respecter, parce que vous avez dans votre livre que j'ai cité, Cosmic Communist Constructions Photographed, donc vous avez quand même ici pas mal d'architecture assez originale qu'on n'attendait pas voir, parce qu'on est un peu dans des formes préétablies. C'est l'impression qu'on a de l'Union soviétique. Moi, je me suis attaché en fait à révéler, à mettre à jour la qualité d'une architecture qui était méconnue, qui était tout à fait particulière de mon point de vue, que j'ai découverte incidemment et qui en fait concerne vraiment les 20 dernières années de l'URSS. Parce qu'on est 70-80 sur la fin du parcours. L'architecture soviétique en fait s'est manifestée de manière en définitive assez diverse, précisément sur ces 20 dernières années, et ce dans le sillage des disons revendications locales d'une identité nationale. Ce qui évidemment s'est manifesté tout particulièrement en Arménie. L'Arménie étant très certainement en fait un des pays les plus créatifs, les plus productifs, les plus en avant sur ce plan-là. Et il y a un certain nombre de productions qui sont tout à fait intéressantes de mon point de vue. Et encore une fois, moi, je m'intéresse vraiment à la forme, à l'esthétique, à l'habillage extérieur, si vous voulez. Et en fait, il y a une sorte de télescopage entre l'adoption par l'URSS du style international, du modernisme en fait dans le domaine de l'architecture, et la volonté d'un retour en fait à une sorte d'origine plus ou moins fantasmée, d'identité architecturale ancienne, qui était, je crois, d'ailleurs très présente depuis longtemps en Arménie, avec notamment cet architecte que vous mentionniez, Alexandre Tamanyan, qui était déjà, je crois, très imprégné, si vous voulez, de l'architecture vernaculaire, historique. Donc ça donnait lieu à une espèce d'historicisme, enfin de contextualisme, enfin c'est le terme qu'on utilisait en fait dans le contexte soviétique, qui s'est développé, qui a continué de se développer, qui a eu en fait une montée en puissance avec la présence de Staline au pouvoir, qui en fait s'est atténuée avec le virage des années 50 où le style international a été imposé par Moscou, qui est en fait un style conforme en fait au postulat dominant de l'époque. C'était à l'époque de Khrouchtchev qui a voulu tourner la page du stalinisme. Voilà. Tout à fait.
Et en fait, ça s'inscrivait dans une espèce de transversale qui, je veux dire, était supposée établir des liens entre l'Est et l'Ouest, en quelque sorte, en tout cas sur le plan des réalisations et des performances. Puisqu'en fait, l'Union soviétique, à l'époque, avait une certaine conscience, en fait, des retards accumulés par les fantaisies staliniennes, le faste auquel s'était livré. Alors justement, vous parlez beaucoup de façade, parce que ce qui importait un peu l'époque stalinienne, c'était les grandes bâtisses. D'ailleurs, quand on va en Russie, à Moscou, on voit les grands bâtiments, et c'est surtout, c'est vrai que c'est des beaux bâtiments. Quand on voit de loin, c'est impressionnant. Alors, ce sont de très beaux bâtiments, mais qui ont été conçus, perçus dans les années 50 comme manifestant un retour en arrière, si vous voulez. C'est une forme, si vous voulez, de néoclassicisme ou d'académisme qui était en rupture avec les avant-gardes, qui, elles, avaient vraiment marqué de leur sceau les premières années de l'URSS, qui avaient, voilà. Premières années de l'URSS, qui période où on qui a s'achève dans les années 30, raser tout le passé, en fait, avec l'arrivée des bolcheviks. Il n'y avait plus de passé, on va dire, impérial. C'était vraiment les bolcheviks qui construisaient. Donc, est-ce que la question, c'est de savoir si la politique et l'idéologie ont eu un vrai impact sur l'architecture? Évidemment, c'est, je veux dire, le moteur de, c'est comment dire, la ligne conductrice de toute la production architecturale pendant la période soviétique. S'il y a bien quelque chose qui définit en réalité cette architecture qu'on évoque, c'est sa soumission au dogme, à la doxa, je veux dire, à l'intervention du pouvoir centralisateur, voilà. Mais il y a une chose qui était évoquée par Tallinn et que je souligne, c'est qu'en fait, en gros, Yerevan n'avait pas véritablement d'identité réelle, en tout cas n'était pas associé à l'identité arménienne dans tout son développement avant, en définitive, la période soviétique. Au fond, c'est, si vous voulez, Yerevan est une ville soviétique en quelque sorte. En fait, elle est toujours dans ce contexte. En fait. On peut même dire peut-être à détermination que il y a eu même un retour plus accentué dans les années peut-être 70. Ouais, parce que 60-70, ce sont les belles années, de l'Arménie soviétique post-stalinienne. C'est le dégel, les gens peuvent enfin respirer, et l'Arménie connaît à ce moment-là un climat absolument fantastique maintenant on le sait rétrospectivement, de liberté relative, pendant laquelle finalement les gens parviennent à négocier des espèces de niches de liberté avec le pouvoir central, et ce qui permet justement l'éclosion d'une véritable école architecturale dans les années 70-80, ce qui a permis justement l'édification d'édifices de prestige qui sont quand même sans rapport avec la toute petite République d'Arménie. Par exemple, le Palais des Congrès Hamalij que Frédéric a photographié, le monument de Dizel-Nagapet, le cinéma Rossiya qui est construit entre autres par Hracha Borossian, enfin le fameux trio Tarkhanian, Borossian. Justement, on parlera de ce cinéma, on verra comment la transformation de ces monuments. Donc, mais quand même une concentration d'édifices de prestige qui ne peut Sardarabad, Aparan, le monument Aparan de Rafo israélien, etc. Il y a quand même une concentration fantastique, et quand on en parle aujourd'hui avec des architectes qui avaient 20-30 ans à l'époque et qui sont aujourd'hui encore en activité, ils m'ont dit cet été, mais il y avait une vraie école d'architecture en Arménie à cette époque-là, et Moscou nous lâchait la bride. Voilà. Donc c'est justement sur ce point qu'il faut insister. Enfin, je pense que l'œuvre de Frédéric Chopin attire le regard sur ces édifices-là. Or, ces édifices-là aujourd'hui sont en partie en danger. Et pose un problème patrimonial. Vous parlez, Frédéric Chopin, de contextualisation, c'est-à-dire que dans ces années-là, il a été permis de créer une sorte d'architecture nationale, locale, et ça n'était plus Moscou qui imposait des formes. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi je pense que c'est également lié au délitement du monde soviétique, je veux dire à la généalogie d'un échec en quelque sorte, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait la centralisation soviétique, je veux dire, elle fonctionnait pas, et il y a eu à un moment donné une espèce de proposition alternative qui consistait en fait à reconnaître aux minorités ou aux républiques périphériques une forme de droit à l'identité
dont se sont saisies immédiatement évidemment les populations locales, et ça a été le cas en Arménie avec justement cette architecture. Et en fait, en gros, moi, d'un point de vue, j'allais dire, de candide, puisqu'au fond, j'ai pas véritablement de compétences réelles sur ce terrain-là, et découvrant l'Arménie, j'étais frappé de ce paradoxe qui est qu'en fait, le modèle soviétique était effectivement extrêmement contraignant, mais qui avait tout à la fois une reconnaissance de l'identité arménienne, qui au fond, a mis beaucoup de temps à être obtenu sous d'autres cieux. Il y a quand même, un mémorial du génocide qui date de 67, je crois, qui est un monument central, monumental. Donc, en gros, si vous voulez, c'est cet élément fondateur, cette pierre fondatrice de la réalité de l'identité arménienne, elle était intégrée dans le modèle soviétique, elle était là. Et vous parliez d'Aparan, c'est quand même très très frappant, parce que le monument d'Aparan, au fond, il est au milieu de nulle part, il est là pour conserver la mémoire d'une victoire sur la Turquie. Il a la forme, en fait, à s'y méprendre, d'une ruine d'église sans âge, en quelque sorte. Donc on est quand même, venant de l'extérieur, frappé de cette réalité-là, dans le contexte soviétique, qui était supposé être un contexte matérialiste, où la religion était en fait d'une certaine manière maintenue à distance. Et encore plus frappant, ce bâtiment, ce monument, a un titre, il s'appelle Renaissance. Vous voyez ? Donc en fait, vous êtes dans le paradoxe. Alors, Tani Termination, aujourd'hui on va parler beaucoup de ces changements assez spectaculaires quand même dans toutes les capitales des ex-républiques soviétiques, mais on va se concentrer sur l'Arménie dans notre cas. Mais avant de faire cela, il y a un travail assez important de fouilles. Aujourd'hui, il y a un retour en arrière. Évidemment, on va parler de Garni parce que c'est quelque chose de dominant, aussi bien pour le tourisme que dans l'esprit des Arméniens. Quand on parle de patrimoine, Garni, c'est phénoménal. Mais les fouilles de l'ancienne capitale Erepouni, qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Suzanne Monod, que nous interrogerons sans doute tout à l'heure, m'a expliqué que les fouilles à Erepouni ou dans les sites ourartéens de Yerevan avaient repris dans certains secteurs. Donc ces fouilles archéologiques dans le territoire urbain de Yerevan ont été lancées à l'époque soviétique et précisément dans la même période, c'est-à-dire dans les années 60-70 et même pour être plus précise en 1968. Donc tout ça est vraiment en concomitant à l'occasion de la célébration du jubilé de Yerevan. Il s'agissait à l'époque en 68 du 2750e anniversaire de la ville. Laquelle manifestation très importante dans la formation d'une espèce de nationalisme urbain qui était justement ce que les soviétiques pouvaient tolérer, a été donc orchestrée par le premier secrétaire du Gorkom, donc de la municipalité d'Yerevan de l'époque, qui était tout simplement Karen Demirjian, le futur patron du Parti communiste arménien. À l'époque, il était très jeune, très dynamique, comme il l'a toujours été. D'ailleurs, ce personnage finalement très regretté aujourd'hui par les Arméniens, quelqu'un de très actif. Et donc c'est lui qui organise ces célébrations. Donc en gros, l'objet c'est quoi ? C'est d'historiciser en tant que capitale des Arméniens une ville qui précisément ne l'est pas, puisque, on l'a dit, Yerevan est une capitale arménienne du XXe siècle. Elle n'a jamais été capitale auparavant. Donc les enjeux des chantiers archéologiques sont bien entendu politiques. Il s'agit d'expliquer et de construire une historicité, une identité, de donner une identité arménienne. De donner une identité. Bon, c'est un processus pas de classique. Donner, pardon pour le terme, c'est pour prouver l'identité arménienne. Pour prouver l'identité arménienne, donc on trouve effectivement une stèle d'argile sur laquelle en cunéiforme qui explique que la ville a été fondée, je sais plus quand, en 782 avant Jésus-Christ, que c'était Aldishti, le roi, qui l'a fondée en tant que capitale de son royaume, etc., etc. Donc l'archéologie soviétique, l'archéologie de l'époque soviétique, à laquelle participent les Arméniens, mais bien sûr tout ça est aussi orchestré par des gens très sérieux du musée de l'Ermitage. Les fouilles de Erepouni étaient dirigées par Boris Piotrowski, c'était le directeur du musée de l'Ermitage à Leningrad, donc c'était pas n'importe qui.
vise à prouver cette historicité de Yerevan. Et par conséquent, la muséification, je crois que c'est un sujet, là je suis en train de marcher sur les plates-bandes de Suzanne Monod, à qui nous parlerons tout à l'heure, la muséification par exemple de la citadelle de Yerepouni est fonction de cet objectif qui est un objectif politique dans le fond. Alors on va parler de Yerepouni, donc vous l'avez dit avec Suzanne Monod, mais en attendant, parlons avec Laurie Ekimian et Adeline Marquis de Yerevan d'aujourd'hui. Vous avez été là-bas pendant 2 ans, Laurie Ekimian, vous-même Adeline 5 mois. 5 mois. C'est quand même une bonne période pour découvrir la ville et apporter des idées sur l'évolution future. Donc vous avez joué un rôle de conseil à la municipalité de Yerevan, mais d'abord, comment voyez-vous cette évolution assez, il faut le dire, spectaculaire, non seulement au niveau des bâtiments, de la pierre, mais esthétiquement, on voit des pubs, on voit des boutiques un peu partout, parfois mal organisées, esthétiquement c'est pas toujours joli. Alors comment avez-vous, pour la française d'abord, découvert Yerevan ? Pour moi, l'évolution d'Yerevan actuellement, d'un point de vue architectural, ça ressemble aux autres villes post-soviétiques, en fait, aux autres capitales de la zone. C'est-à-dire qu'ils sont dans un mouvement de transition architecturale qui est très rapide, avec un effet de rattrapage sur d'autres villes mondiales, et qui se traduit vraiment par un laisser-faire très criant à Yerevan. Il y a plus vraiment d'harmonie, en fait, entre un bâti ancien et un bâti neuf, des façades qui n'ont rien à voir, des façades des devantures de magasins qui n'ont rien à voir avec le reste des façades des bâtiments. Tout ça est très violent. Enfin, il y a une véritable violence dans cette construction. Et j'ai pas été particulièrement étonnée parce que je l'avais déjà vu. Mais ceci dit, c'est une chose contre laquelle on peut lutter et dont on peut limiter les effets. Je pense que vous avez été dans d'autres républiques ex-soviétiques et donc ce phénomène n'est pas propre, vous l'avez dit, à l'Arménie. Alors, comment expliquer ce goût, enfin peut-être qu'on ne peut pas parler de goût, tout simplement c'est une mauvaise organisation. Il y a une mauvaise organisation, il y a une loi, il y a des lois qui existent en Arménie sur la construction et l'architecture en général. Elles sont pas forcément respectées, il y a beaucoup de passe-droits, beaucoup de façons de les contourner. Il y a un manque de connaissances, je pense, et un manque de formation au niveau du patrimoine qui fait qu'il y a les architectes des bâtiments de France, par exemple, c'est une structure qui n'existe pas, les architectes des bâtiments d'Arménie n'existent pas. Donc ça c'est des il y a quand même des associations d'architectes d'Arménie, ça existe, ils se regroupent, ils font et parfois il y a l'union des architectes d'Arménie, il y a des sites internet, bien sûr, il y a Save Yerevan. Pardon. Bien sûr, oui, il y a des sites internet, il y a des personnes, il y a une société civile aussi qui essaie de se battre sur ces questions, qui est assez limitée aujourd'hui, mais qui vraiment essaie de mettre ces questions sur le devant de la scène. Ceci dit, ce ne sont pas des personnes qui ont voix au chapitre forcément. Elles ne font pas autorité en Arménie, à Yerevan ou dans le reste du pays, donc elles n'ont pas un pouvoir très important à ce jour. Alors, Laurie Ekimian, quand on parle justement de ce qu'on voit nous-mêmes en tant que touristes en Arménie, et surtout pour ceux qui ont déjà fait plusieurs voyages, on voit cette évolution, et il y a eu un débat sur ce changement phénoménal, c'est-à-dire qu'il y a des gros bâtiments qui poussent au bout d'1 an, on les voit apparaître, et puis tout autour, c'est le vieux Yerevan qui décide à Yerevan, puisque vous y avez été pendant très longtemps, de laisser autoriser de telles constructions. Alors oui, ce qui se passe, c'est surtout donc dans le petit centre-ville qui normalement... Où les prix sont les plus chers. Voilà. Où il y a des maisons normalement de 2-3 étages. Et quel gâchis pour les constructeurs. Voilà. 2-3 étages. Et donc il y a des bâtiments, bien sûr on peut les voir dès qu'on arrive à Yerevan, ça saute aux yeux un peu, ces tours de 10-15 étages qui n'ont pas lieu d'être en ville, dans un petit centre-ville comme ça. Qui décide, c'est assez compliqué. C'est en fait, bien sûr, la mairie a son département des architectes et des urbanistes qui donnent les permis de construire et qui doivent étudier normalement la faisabilité des projets, etc.
Mais c'est vrai que donc on avait organisé un séminaire avec une association francilienne, d'ailleurs le G2IA, sur tout ce qui est urbanisme opérationnel, permis de construire, etc. Il y a eu beaucoup de questions sur quelles sanctions peut-on donner à ces constructeurs qui ne respectent pas les permis de construire qui étaient signés à la base entre la mairie et les constructeurs, architectes, etc. Mais là, la question fondamentale que vous êtes en train de mettre en avant, c'est de savoir que à la mairie, il y a une organisation, il y a une vision de l'urbanisme, il y a des autorisations qui peuvent ne pas être données parce que ça ne correspond pas au plan général établi. Donc, il y a des infractions. Ça, c'est très important à dire parce que sinon, dans le cas contraire, on va penser que la mairie d'Yerevan autorise de faire n'importe quoi. Et ça, c'est la question principale qu'on doit se poser. Est-ce qu'il y a un plan d'urbanisme ou il n'y en a pas? Il y a une agence, enfin, Adeline va plus en parler que moi, mais il y a une agence d'urbanisme à Yerevan qui s'appelle Yerevan Project Institute. Mais bon, par exemple, récemment, là, je parlais au chef adjoint du département des projets d'investissement et de développement qui est censé faire des plans annuels de stratégie de développement pour la ville d'Yerevan. Et je lui demandais si, en faisant cette démarche de plan stratégique pluriannuel de vision à long terme de la ville, est-ce qu'il travaillait en partenariat avec cette agence? Et c'était complètement une question un peu... Enfin, il m'a regardé comme si je lui parlais chinois, quoi. C'était pas possible pour lui d'associer la stratégie de développement de la ville avec l'urbanisme, en fait. C'est quand même deux choses toujours séparées. Comment expliquer cela, Adeline Marquet? Est-ce que c'est parce que ces gens-là sont nouveaux dans... Alors, je dis quelque chose et je vais dire le contraire. Ils sont pas nouveaux. C'est une ville qui existe depuis 80. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond parce que quand l'indépendance est arrivée, on va oublier les premières années de guerre, de difficultés. Mais ensuite, il y avait une logique de base, c'est-à-dire mettre en place quelque chose de beau pour qu'on puisse avoir beaucoup de touristes, pour qu'on puisse être fier de notre capitale, pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait? Je pense que la mise en tourisme, la mise en valeur touristique n'était pas forcément le premier objectif. Aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène parce qu'il faut trouver des voies de développement pour Yerevan. C'est une ville qui a une vision à très court terme. C'est une ville qui recherche des financements. Ça peut être une source de financement. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle on parle aujourd'hui de patrimoine. Mais dont on parlait pas de patrimoine il y a 20 ans, parce qu'il y avait une urgence sur les réseaux, refaire les routes, refaire les réseaux d'électricité, refaire les réseaux d'eau. Tout ça, c'était vraiment primordial. Ça reste primordial aujourd'hui. Il y a encore d'énormes problèmes là-dessus, sur ces questions à Yerevan. Donc voilà, pourquoi ça reste primordial. On peut quand même dire que dans nombre d'appartements, il y a toujours pas l'eau courante, et il y a toujours ces fameux tanks et ces histoires de tanks dans lesquels on fait des réserves d'eau pour pallier les coupures, etc. Enfin bon, ça, je crois que dans nombre de quartiers, ça n'a pas changé. Oui, donc on est toujours dans le soviétique. Faire attention de ne pas comparer, malgré tout ce qu'on a envie de voir à Yerevan, ce pays dans son ensemble à une cité européenne. Il faut comparer Yerevan à d'autres capitales. Non, je voulais juste ces difficultés mettre en valeur cette apparence de modernisation que nous donne le centre-ville actuel et le côté quand même archaïque des entrailles qui restent dans beaucoup de secteurs. Je n'ai pas une vision très professionnelle de la chose, mais simplement en allant chez les gens, on se rend compte que la question de l'eau, par exemple, n'est toujours pas réglée dans... Bien sûr, c'est le même cas dans beaucoup de capitales post-soviétiques. C'est vraiment ce phénomène de transition où on abandonne au départ ces questions, puisque les réseaux étaient assez bons au départ. Enfin, les réseaux soviétiques étaient corrects. La qualité n'était pas forcément toujours au rendez-vous, mais ils étaient là en tout cas. Et ils sont vraiment dégradés dans les années suivantes. Et aujourd'hui, on essaie de revenir sur ces questions, mais elles restent effectivement très présentes. Alors, nous allons approfondir le sujet concernant l'architecture de Yerevan avec Suzanne Monod, qui est avec nous par téléphone depuis Lyon et qui est enseignante d'architecture à l'école d'architecture de Lyon. Madame Monod, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc parlons d'architecture et de Yerevan et surtout de votre contribution. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, pour vous en tant qu'architecte, esthétiquement, mais il n'y a pas que l'esthétisme en architecture, on est d'accord, mais au moins esthétiquement, on aurait pu faire mieux à Yerevan. Et je voudrais juste mettre l'accent sur l'avenue du Nord.
Oui. Écoutez, je suivais donc votre débat depuis 5 minutes et je voudrais revenir sur 2-3 positions en entendant les différents intervenants. Je trouve que ça donne. Vous avez essayé de tempérer un peu ces propos, mais effectivement, je trouve qu'on a une image qui en est donnée de Yerevan lorsqu'on entend parler de côté archaïque, de coupure d'eau, de manque de réglementation, etc., qui donne une image très négative de Yerevan. Et je voudrais un peu compenser et rééquilibrer ces points de vue parce que j'ai fait un premier voyage en 93 dans le cadre de fouilles archéologiques avec une équipe d'université de Gand, avec l'archéologue Herman Gasch. Et puis j'y suis retournée ensuite régulièrement à partir de 2007. Et je vois l'évolution des Yerevan, malgré tous les défauts dont on peut parler, vraiment dans le bon sens, malgré tout. À savoir... par exemple, les coupures d'eau, si elles étaient très fréquentes dans les années 90, moi depuis 2007, pourtant j'ai de la famille qui habite en Arménie aussi, on n'en a pratiquement plus. Les coupures d'eau, les coupures d'eau restent assez accidentelles. Et puis pour l'électricité, vous avez raison, parce qu'il y a 2 semaines, il y a eu une coupure d'électricité de quelques heures à Yerevan, oui. Et on en a tellement parlé parce que c'est devenu inhabituel. Vous avez raison de souligner que les choses se sont améliorées depuis quelques années. J'y étais effectivement aussi pendant cette petite coupure d'électricité qu'il y a eu. Dans le centre, ça a été très vite rétabli. Il y avait eu aussi, à l'échelle de l'Arménie, à Tarkazol aussi, il y avait un colloque qui était organisé par l'université, mais ça a été rétabli dans la journée. Et donc, ce que je voudrais insister là-dessus, c'est que on n'a plus cette image d'une Arménie et de Yerevan dévastée par des problèmes de chauffage, d'eau, d'électricité. Maintenant, la vie est normalisée. Et on peut très bien habiter, même en périphérie d'Yerevan, dans des appartements qui ne sont pas au standing de la France, mais qui sont avec de l'eau, de l'électricité, du chauffage. Est-ce qu'on peut catégoriser les quartiers d'Yerevan entre le centre-ville, qui doit être évidemment tout le temps sans coupure d'électricité ni d'eau, etc., et le l'ensemble de l'Arménie n'a plus de coupure d'électricité et d'eau. L'ensemble fonctionne et il n'y a pas de sectorisation comme ça. Donc c'est sur l'ensemble de l'Arménie, dans tous les villages, il y a de l'eau, de l'électricité. Alors et bien sûr, je suis pas allée vérifier au fin fond des frontières, mais nous, par exemple, avec mes étudiants, on y était sur les 2 dernières années à Djermouk, qui est quand même à 180 km de Yerevan. On n'a jamais eu de coupure. Alors, parlons Suzanne Monod, de l'architecture d'Yerevan. Et justement, la grande question, aujourd'hui, cette ville a son ingénieur en chef, si je puis dire. Il y a eu un changement récemment au niveau... Il y a un nouveau architecte qui est arrivé à la municipalité. Donc, Narek Sargsyan, qu'on a vu aussi pendant l'année de l'Arménie en France. C'est vrai que les architectes mettent leur signature dans leurs ouvrages et c'est très important pour eux et puis de donner une identité aussi au niveau de l'ingénieur en chef d'une ville, d'un projet, etc. Est-ce que à Yerevan, tout est concentré sur ce personnage qui parfois ne fait pas l'unanimité? Alors Narek Sargsyan, c'est vrai qu'il a laissé la place à un autre architecte qui était le doyen de l'université, qui s'appelle Tigran Barserian. Narek Sargsyan a assumé, a endossé, on va dire, les politiques au niveau de Yerevan. Je l'ai rencontré en juillet dernier. Il avait un visage très fatigué et las. Il a démissionné de son poste pour prendre d'autres responsabilités. Je ne sais pas très bien comment s'organise maintenant sa nouvelle fonction, mais a priori, je crois qu'il essaye d'organiser justement
au niveau plus institutionnel et réglementaire pour pouvoir mieux probablement contrôler les décisions et les constructions qui se font. Justement, ce qui a été fait à l'avenue du Nord, à Hussein Boroda, est-ce que pour vous c'est d'abord esthétiquement beau? Est-ce qu'il y a eu des gâchis, des pertes en termes de patrimoine, de vestiges, voilà? Oui, écoutez, j'étais très très critique lorsque l'avenue du Nord, la rue du Nord a été construite, parce que je trouvais que l'échelle de cette rue au niveau de la hauteur des bâtiments n'était pas à l'échelle juste, c'est-à-dire que là où on aurait pu rester à 3-4 étages, qui est l'échelle juste, il me semble, au niveau des Yerevan, ils sont montés trop haut, effectivement, on a dépassé les 8, 10, 12 étages. Et je trouve que c'est dommage. Malgré tout, quand je regarde maintenant au niveau des usages de la rue, elle manque bien sûr elle est trop minérale, elle manque d'arbres. Ils ont essayé de compenser la chose en mettant des gros pots avec des petits arbres. Mais au niveau de son usage, ça fonctionne malgré tout. C'est une rue piétonne qui est toujours animée, même au mois d'octobre, en juillet, j'y étais aussi. Et au niveau des références, moi je résume le XXe siècle par deux courants, on va dire. L'un qui est le style néoclassique à la Tamagnan, et puis l'autre qui est plus lié au mouvement moderne du XXe siècle, plus moderniste, résolument moderniste, et qui ne s'attache pas au vocabulaire de l'architecture classique et traditionnelle arménienne. Bon, quand vous voyez, la rue du Nord, Madame Monod, ces architectures un peu, on a du mal à les classifier peut-être parce que on a l'impression que les oligarques arméniens dans leurs hôtels, dans leurs restaurants, dans leurs châteaux veulent reconstruire Garni, mais avec des colonnes assez importantes, mais franchement qui n'a rien de, c'est une mauvaise photocopie de Garni quelquefois. Oui, mais vous savez, les Arméniens sont généralement fascinés par l'Europe et par les références architecturales néocoloniales un peu, tout ce vocabulaire de l'architecture classique avec des colonnes, chapiteaux, frontons, etc. Ça fascine les Arméniens et ils ont l'impression que la réussite elle est associée à l'image de l'architecture européenne. Et c'est vrai que on a toujours un décalage entre ce qui se passe en Europe où par exemple on revient à des constructions en terre, dans des matériaux avec de la paille, avec du bois, et l'Arménie est un peu en décalage, elle est toujours dans ce vocabulaire un peu de parvenu, un peu par moment, mais c'est aussi promu par des Arméniens de la diaspora qui fait des opérations à 20-30 km de Yerevan dans des lotissements où on a construit des maisons de lotissement avec des toitures. C'est pas 20-30 km, c'est dans la toute comme on en fait en France ou peut-être aux États-Unis. Il n'y a pas, ce que je veux dire, il n'y a pas que les oligarques qui perturbent le paysage en continuant, si vous voulez, ce vocabulaire néoclassique de l'architecture. Il y a aussi des importations du style pavillonnaire européen qui construit des quartiers entiers en Arménie, aussi Yerevan. Tali termination, quand on voit justement ce style un peu presque romain qui fait son retour. Parce que je crois que Suzanne Monod fait allusion à la cité fermée construite par Hovnanian, dont j'ai maintenant oublié Varagni, le village de Varagni, qui est une sorte de compound américain. C'est pas du tout à Ashtalak, c'est à la sortie de Yerevan, en face de ce fantastique palais néoclassique en stuc et en statue romaine dorée totalement délirant, construite par un homme d'affaires dont j'ai oublié le nom évidemment, mais qui a fait fortune dans le commerce des matériaux de construction. Donc là, oui, effectivement, le style, si on peut parler de style, mais je crois quand même que ça n'est pas le cas. Le style néoclassique est porté à une version délirante. On a l'impression qu'il y a une compétition entre oligarques à construire encore plus grand et plus délirant.
Oui, on voit absolument. Aussi, les deux châteaux qui ont été construits sur la route en allant vers Sevan aussi. C'est vrai qu'il y a un écart énorme entre les puissants, j'allais dire du royaume, les puissants de l'État de cette nouvelle république. Mais vous savez, c'est une jeune république qui a 20 ans. Je crois qu'il faut que l'on soit indulgent avec oui, les Arméniens. En attendant d'être indulgent, vous savez, la ville est en train d'être rasée. L'ancien Yerevan, le vieux Yerevan, il n'en reste pas grand-chose. Il y a un projet à restaurer le vieux Yerevan. On va en parler tout à l'heure avec nos invités autour de cette table, qui ne voient pas le jour. Donc, on est quand même inquiet, malgré, c'est une jeune république. Les gens, ils doivent se frotter à d'autres goûts, à d'autres styles, à d'autres architectures pour finalement essayer de trouver le leur, mais quand même 20 ans c'est pas peu de temps. Non, mais vous savez, nous, après la Révolution française en 1789, combien de temps on a mis à trouver un équilibre, et l'intérêt pour le patrimoine en France remonte à combien d'années? On a l'impression qu'on a tout inventé depuis longtemps et que tout ça, ça n'a pas de sens. Moi, quand j'étais étudiante dans les années 80, le vieux Saint-Jean à Lyon commençait tout juste à être objet d'intérêt. Donc il est passé 30 ans, ça fait 30 ans qu'en France on commence à sérieusement s'intéresser. Donc l'Arménie est en décalage de 20-30 ans effectivement. On va lui laisser le temps de rentrer dans elle s'est ouverte à l'international depuis peu. J'entendais concernant par exemple la réglementation, les architectes, les ABF, toutes ces institutions françaises qui existent. Il y a un ICOMOS à Arménie avec un architecte Gagi Gurgian qui préside l'ICOMOS à Arménie. Il y a des gens, je veux dire, qui essayent de travailler dans le bon sens. Et effectivement, le vieux Yerevan, il y a eu beaucoup de mal de fait. Moi-même, je m'intéresse à la construction en briques de terre crue sur l'Arménie, matériaux dont on ne parle pas du tout et pourtant qui a beaucoup été présent dès le 5e, 4e millénaire avant Jésus-Christ. On n'en parle pas du tout, mais c'est vrai que Yerevan a évolué tellement rapidement depuis la fin du 19e, début 20e jusqu'à ce jour que son patrimoine, malgré tout, on n'a pas beaucoup de constructions civiles, on va dire, qui datent du 17e, 18e, du 15e, comme on peut avoir dans nos vieilles villes européennes. Donc il y a eu du mal de fait et ce qui est extraordinaire. Alors, la crainte, c'est que le mal se poursuive et c'est la raison de notre émission pour évaluer un petit peu ce qui a été fait, ce qui peut se faire encore, ce qui peut se construire. En tout cas, je vous remercie, Suzanne Monod, pour votre intervention et donc nous allons poursuivre ta détermination pour comprendre justement cette évolution et est-ce que aujourd'hui il y a une prise de conscience. On va parler des mouvements civiques pour dire qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui veulent préserver la ville, qui veulent garder ses vestiges, enfin ce qu'il en reste en tout cas. Comment voyez-vous l'évolution Adeline a parlé tout à l'heure, elle a employé le terme de violence, je ne sais pas si elle a parlé de violence sociale, mais effectivement, c'est cette question patrimoniale. Notamment dans le centre-ville de Yerevan, mais pas seulement, elle prend vraiment l'aspect d'une violence sociale. Cette partie du vieux Yerevan, dont je rappelle quand même qu'il était prévu à l'époque soviétique et dans le plan de Tamanian de la détruire effectivement. Donc Narek Sarkissian peut, avec un certain confort et une certaine légitimité, se référer au plan soviétique pour dire oui, mais c'était déjà prévu dans le plan devenu patrimonial, le plan d'urbanisme de Tamanian. Bon, enfin n'empêche qu'il y avait quand même des gens qui vivaient dans ces maisons. Ça a donné lieu il y a quelques années à des scènes absolument quand même poignantes de barricades. Les habitants ont construit des barricades pour essayer de résister aux pelleteuses. Enfin, c'est quand même de la violence sociale comme il en est. Est-ce qu'on peut dire qu'ils n'ont pas été ils ont plus été très mal, justement très mal dédommagés. Oui, enfin évidemment, je sais plus comment on appelle ça. Ils ont reçu des
sommes complètement ridicules pour être finalement expulsés. C'est ça plutôt le problème. En fait, sur le plan de l'urbanisme, sur le plan architectural, on peut très bien accepter l'idée qu'un vieux quartier qui ne sert plus à rien, qui n'a pas de caractère peut-être, ou c'est vous qui allez le dire. Il en avait de fait, mais je veux dire, bien sûr qu'on peut arguer du fait qu'un quartier se clochardise, se todifie et qu'on le détruit, etc. En Géorgie, ils ont fait aussi des choses similaires. Ils ont détruit des quartiers. Alors, c'est vrai qu'en Géorgie, à Tbilissi, il y a des quartiers très beaux, très anciens, typiques géorgiens, le Havlapar et d'autres. Et il y a eu aussi, pour certains, des dégâts, pour d'autres, non, c'est une nouvelle ville qui a été construite pour construire une nouvelle identité à travers l'architecture. Je me permets de vous dire qu'en fait, les questions que vous évoquez, je veux dire, concernent toute l'ex-URSS. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une république de l'ex-URSS qui ne soit pas confrontée à la montée en puissance de ce que j'appellerais entre guillemets le mauvais goût, à ces questions de rattrapage qui, je veux dire, sont aussi bien positives que négatives, à la négligence à l'égard du patrimoine. Enfin, tout ça n'a rien de bien extraordinairement arménien. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, effectivement, touche toutes les républiques, notamment, évidemment, la Géorgie, et là aussi, on peut soit être, tombé en pamoison, soit totalement déplorer toutes les productions de Saakashvili telles qu'elles ont vu le jour à Tbilissi. Moi, j'ai connu Tbilissi en 2003, je l'ai revu il y a un an de cela. J'ai été à titre personnel absolument effaré. Maintenant, il y a des gens qui trouvent ça extraordinaire sur place. Donc, c'est une affaire de point de vue, c'est totalement subjectif. Oui, on est d'accord. Ta détermination. Oui, donc je simplement mentionner que bien sûr, oui, il y a des mouvements de mobilisation civique pour la défense d'un certain nombre d'édifices. Adeline en parlera probablement tout à l'heure. Il y a bien entendu l'affaire du fameux Pakshuga, le marché couvert au bas de l'avenue Mashtot, qui a été quand même totalement dilapidé dans son intérieur par l'oligarque qui l'a racheté et qui a ouvert là-dedans un supermarché qui s'appelle Yerevan City. Donc là, il y a eu des mouvements de protestation extrêmement violents. Il y a même un concours d'architecture qui a été ouvert pour la reconstruction à l'identique du marché. Bon, c'est évidemment un peu poignant, un peu tragique de voir cela, mais enfin, il y a eu des mouvements de ce type pour la défense d'un certain nombre d'édifices qui datent de l'époque soviétique. Personnellement, je n'aurais jamais imaginé qu'un édifice de l'époque stalinienne en style non pas néoclassique comme l'a dit Suzanne Monod, mais en style néo-arménien, inscrit à la liste des monuments historiques, puisse être de la sorte détruit, défiguré, au moins, puisqu'on a gardé la façade, mais défiguré à l'intérieur. Donc là, c'est quelque chose qui est déploré par la plupart des architectes, y compris Hradčan Borosian, qui est le chef de file de l'architecture moderne. Le but de cet oligarque n'est pas de changer idéologiquement ou esthétiquement quelque chose qui appartenait à l'ère soviétique. C'est pour son business qu'il a trouvé qu'il fallait prendre cet endroit et en faire un supermarché. L'affaire du marché est extrêmement intéressante parce que du coup, s'est développé un mouvement patrimonial. C'est un peu touché à l'âme des Yerevansi, même si dans ce marché a toujours été très cher en vérité, donc on peut pas dire non plus que c'était l'endroit. C'était un marché où les prix étaient élevés, donc on peut pas. C'est une affaire assez complexe. Pour ceux qui ont visité ce marché déjà il y a quelques années, c'était un joli endroit à visiter. C'était même un endroit touristique. Oui, bien entendu. Autre exemple, le mouvement de l'avenue Gomindans, qui a fait beaucoup parler de lui cet été. Donc là, il s'agit d'un mouvement différent de voisinage qui s'élève contre la construction au beau milieu de la cour de leur immeuble d'une tour de je ne sais combien d'étages. Et donc là, j'ai assisté cet été à des scènes là aussi de violentes altercations entre les voisins, les habitants et le maire d'arrondissement. Là, on revient à la question de la planification, parce que comment laisser monter un bâtiment de 14 étages, je crois, et qui couvrirait, je veux dire, les voisins n'auraient plus de soleil dans leur maison. Donc, comment ça se planifie tout ça? Est-ce que c'est du laisser-faire? Non, c'est pas du laisser-faire. Il y a effectivement un document de planification à Yerevan, le Genplan, Generalny Plan, qui existe depuis la période soviétique. Le dernier Genplan a été voté en 2005 ou 2006 pour une période de 15 ans, il me semble. Donc c'est un projet de zoning principalement qui définit les principales zones et les principales fonctions par zone dans la ville, qui est pas extrêmement respecté, si bien qu'on arrive à
les fonctions sont assez mélangées finalement dans la ville de Yerevan, ce qu'on préconise dans beaucoup d'autres villes. Qu'est-ce que vous appelez fonction? Commercial, habitat, enfin la fonction commerciale, la fonction logement, la fonction transport, la fonction industrielle, la fonction administration, toutes ces fonctions. Tout est mélangé. Tout, c'est pas entièrement mélangé, on peut pas dire que c'est entièrement mélangé, mais on arrive quand même à un certain entremêlement des fonctions à Yerevan. Ce qui va à l'encontre du Genplan finalement, qui lui est vraiment un document de zoning. Donc on a ce Genplan d'une part, et on a ensuite un document qui est le document de protection des monuments historiques, qui est fait pour protéger les bâtiments historiques et les zones qui les entourent. Donc ça c'est le deuxième document, qui sont vraiment les deux principaux documents de planification qu'on a à ce jour à Yerevan. Donc tout n'est pas dû au hasard. Ceci dit, ils sont pas particulièrement respectés une fois encore. Le problème c'est pas leur existence, c'est vraiment la façon de les appliquer et les sanctions qui peuvent être mises en place en cas de non-application du Genplan. Là, il y a un vrai problème pour moi sur les mécanismes de contrôle et de sanctions. Alors, vous avez été, Frédéric Chauvin, à Bakou? Non. Pas du tout. Malheureusement, je n'y ai pas mis les pieds. On peut en parler de ta détermination. Vous avez sûrement pas été à Bakou, puisque j'imagine mal comment vous allez pouvoir y mettre le pied. Mais ce que je veux dire, c'est que avec l'argent du pétrole, oui. À Bakou, il y a aujourd'hui des constructions mais assez ils se sont payés des choses absolument fantastiques, dont le fameux centre culturel Aliyev dessiné par Zaha Hadid, etc. Enfin, ils se sont payés. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, plus on a des moyens, monde. Plus on peut faire de la ville quelque chose de beau. Alors le problème à Yerevan, c'est que on n'a pas assez de finances ou on n'a pas assez d'idées ou on n'a pas un gros projet joli, ambitieux pour les 50 années à venir. Moi, le problème un peu que j'ai ressenti, c'est parce que c'est qu'on parle souvent de crise identitaire en diaspora, etc. Enfin, c'est quoi notre culture, qu'est-ce qu'il faut préserver pour rester arménien, mais j'ai ressenti une très forte crise identitaire chez les Arméniens d'Arménie également. Enfin, ils ne savent plus exactement quoi faire de leur histoire, comment vivre avec ça, parce que c'est une histoire très ancienne, c'est assez lourd sur leurs épaules, et ils voient vraiment l'avenir, comment développer le pays, comment faire avancer les choses, et c'est cette contradiction en fait entre respect des traditions et aller vers la modernité qui fait ce mélange voilà qu'on voit apparaître en ville, quoi. C'est le premier la première chose qu'on voit mais il faut pas Yerevan, c'est juste avec aussi. les architectes d'Arménie, quand on parle de l'avenue du Nord, un style arménien, ce que vous avez appelé néo-arménien, c'est le néo-arménien. En tout cas, ça a été préservé. Je veux dire, on n'est pas dans des gratte-ciel à la New York et voilà. C'est vrai que d'une certaine façon. Je pense pas. Pour moi, on est exactement dans une standardisation des formes. On est dans un mouvement complètement international de construction. Sincèrement, pour moi, être sur l'avenue du Nord, on pourrait être dans une autre ville. On pourrait être à Dubaï ou à New York. On peut retrouver ces formes. Il n'y a pas les mêmes couleurs, je suis d'accord. Voilà, la pierre n'est pas la même. Mais ça correspond vraiment pour moi. Les balcons ne sont pas des balcons qu'on pourrait voir à Dubaï. On pourrait pas les voir à Dubaï, mais on pourrait les voir, par exemple, en banlieue de Moscou. Enfin, oui, donc, ça, cette comparaison, elle est plus logique parce que quand même, il y a une unicité historique dans les esprits. Ouais, bien sûr, mais je pense qu'il y a une perte d'identité arménienne sur la construction Alors, balcon désert, il faut quand même le préciser, parce que cette avenue, même en été, quand on se promène le soir, quand même, rares sont les appartements qui semblent habités. Donc ça, c'est encore un mystère. Ça, c'est un autre problème. Oui. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire à un architecte de nous bâtir, de nous construire un immeuble arménien? Qu'est-ce que ça serait? Est-ce qu'il faut absolument que ce soit du douf? Est-ce que y a un style particulier? C'est quoi un bâtiment arménien? Qu'est-ce qu'un bâtiment arménien? Je pense que aujourd'hui, moi, si je devais demander à un jeune architecte arménien de construire un bâtiment arménien, j'aimerais qu'il soit capable de faire vraiment le lien entre ces matériaux locaux, traditionnels, cette façon d'habiter, ces maisons massives et assez basses, et une fonctionnalité nouvelle, entrer vraiment dans une perspective nouvelle de lumière, de place, alors, justement, de volume. Comment vous voulez, dans l'ère de l'Internet, où les jeunes, surtout les plus fortunés en Arménie, voient le monde, retourner en Arménie, construire quelque chose avec de la pierre noire, avec un style austère, alors qu'ils ont vu le monde et ses lumières?
C'est là toute la question. C'est une vraie question. Oui. Dans le style, moi je pense au débarcadère du nouveau téléphérique de Tadev. Oui. Là, il y a quelque chose sur ça, c'est un peu... excusez-moi, c'est un peu Hitchcockien comme architecture. Bon, je sais pas si c'est arménien, mais il y a quand même une tentative de faire quelque chose de nouveau et de spectaculaire. Mais bien entendu, ça ne peut pas être pris comme un exemple d'urbanisme. Alors, quand on arrive en Arménie, on voit quand même aujourd'hui un très joli aéroport. On n'a pas à en rougir parce que esthétiquement c'est joli, le service il est de bonne qualité, il y a des espaces, etc. Qu'en pensez-vous, Frédéric Chauvin, puisque c'est aussi un des sujets sur lesquels vous avez dû travailler? Moi, à vrai dire, j'ai pas pu le photographier parce qu'il était déjà plus en mesure de l'être par rapport à des comment dire, des critères qui sont personnels en fait, parce que moi, l'essentiel des bâtiments que j'ai photographiés sont généralement, comment dire, les outsiders. C'est oui, ce qui vous non, mais plaît. je veux dire, ils sont perceptibles, ils sont, comment dire, on peut les saisir à distance en quelque sorte. Moi, je les prends dans leur intégrité. En fait, il y avait déjà, je crois, une aile construite, une aile latérale qui venait en quelque sorte perturber, dénaturer, si vous voulez, la structure initiale. En fait, Sfarnost est, je veux dire, de mon point de vue, en fait, une construction absolument extraordinaire, qui justement... On parle de l'ancien ou du nouveau? De l'ancien. De l'ancien. On est bien d'accord. Moi, le nouveau, je le connais pas, parce qu'en fait, là, je dois avouer que l'Arménie, je n'y suis allé qu'une fois tout au long de mon existence. On parle donc, du voilà. Circulaire. Tout à fait. Voilà, on parle de Parce celui que, qui... quand même, il faut le dire, quand on va aujourd'hui dans un aéroport, en tant que touriste, on se dit, c'est le confort, c'est le service, c'est l'espace, c'est esthétiquement, c'est un aéroport moderne, alors, joli. Il y a un autre critère en fait qui est déterminant, et je veux dire autour duquel on tourne depuis quand même maintenant un bon moment, c'est celui de la valeur patrimoniale, si vous voulez. Donc évidemment, peut-être qu'il est pas, il satisfait pas les conditions requises sur le terrain des standards de qualité, mais ça reste un bâtiment tout à fait extraordinaire et qui justement lie en quelque sorte le style moderne et une interprétation locale. C'est la question que vous posiez. À quoi pourrait aujourd'hui ressembler l'architecture arménienne si elle devait être en fait en phase avec la culture locale? Voilà une production, et il y en avait d'autres à l'époque, qui en fait justement parvenait à marier des éléments qui étaient a priori contradictoires. C'est ce qui fait la valeur de ce patrimoine de l'architecture moderne, dont Sfarnost c'est une illustration, mais qui peut être illustrée par d'autres bâtiments et qui à mon avis mériterait, alors je ne sais pas si les moyens le permettent aujourd'hui justement en termes d'investissement sur place, mais qui mériterait d'être préservé, d'être très simplement retapé. Il y a un phénomène en fait qui est lié, si vous voulez, à la déshérence, à la désaffection, au désintérêt, qui en définitive finit par condamner les bâtiments à disparaître, puisqu'au fond on ne peut plus leur trouver de grâce. Ils sont dans un état de délabrement tel qu'on n'envisage même pas, on peut même pas imaginer qu'ils puissent exister autrement. Voilà, si l'effort était fait, je pense que tout le monde aurait conscience que Sfarnost c'est magnifique. Voilà. Alors, je voudrais juste rappeler nos auditeurs qu'ils peuvent dès maintenant nous appeler au 01 43 53 20 74 43 53 20 74 s'ils ont des questions à vous poser sur justement l'urbanisme, l'architecture, le patrimoine arménien, ou s'ils ont une opinion là-dessus, parce qu'il y a peut-être des spécialistes qui peuvent et qui veulent intervenir. Alors aujourd'hui, pour Zvartnots, c'est fini. Oui, des questions de le... C'est vrai. Il est scandalisé. Effectivement, Zvartnots est comme le Paksuga, l'un des prochains sur la liste, ai-je cru comprendre. Et justement, il est vraiment urgent qu'en Arménie, on prenne conscience aussi que le patrimoine, c'est pas simplement le patrimoine dit ancien, mais aussi le patrimoine moderne. Je crois qu'Adeline, justement, s'est confrontée à cette totale absence de prise en compte du patrimoine dit moderne, et notamment celui justement qu'a photographié Frédéric, c'est-à-dire ces fameux édifices des années 70-80. Alors justement, l'un d'entre eux est transformé en marché chinois, c'est chinois ou turc, c'est le cinéma Rossiya. Alors c'est quand même drôle de voir que d'un côté on transforme un marché en supermarché et de l'autre un cinéma en bazar. Je pourrais juste intervenir 2 secondes. En fait, je vois pas ce qui est interdit par exemple au cinéma Rossiya de ne pas retrouver
en fait sa fonctionnalité d'origine. Je veux dire, c'est une structure qui est extrêmement originale. Je veux dire, il y a 2 salles. Ça a l'air magnifique. De salles transformées en voilà. entrepôts. Ce sont des entrepôts aujourd'hui. Pourquoi cette ouais, moi les photos que j'ai faites sont comment dire ont été compilées, publiées dans un livre qui a eu un succès, je veux dire très considérable sur le plan international, qui, je veux dire, souligne simplement le fait que cette architecture a un intérêt. C'est même pas tant la qualité de mon travail, je veux dire, qui est à souligner. C'est le fait que ce livre ait eu du succès parce qu'il mettait en avant, il divulguait, il comment dire l'existence de bâtiments dont personne ne soupçonnait jusque-là. Parce que c'est vrai qu'à l'époque soviétique, ces bâtiments-là faisaient ce que vous appelez vous, c'était des outsiders. Ça ne remplissait pas le cahier des charges classique de l'architecture. Non, mais alors ces bâtiments, par contre, étaient quand même mentionnés dans tous les manuels d'architecture, comme des édifices exceptionnels. Oui, bien sûr. L'équipe Borossian, Cherkessian. Alors, parlons Adeline Marty et aussi Laurie Ekimian de ce qu'on peut faire du patrimoine de Yerevan, puisque vous avez travaillé sur Yerevan, mais ça m'embête de ne pas parler des autres endroits d'Arménie, pour attirer les touristes, parce que une ville a pour vocation aussi d'avoir des gens de l'extérieur, de la découvrir et d'apporter aussi la richesse d'un pays, c'est aussi son tourisme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Yerevan et pour Yerevan? Qu'est-ce qu'on peut faire? À mon avis, il faudrait d'abord définir véritablement ce qu'est le patrimoine de Yerevan. Définir ce qu'est le patrimoine. Enfin, moi, j'ai considéré que le patrimoine, c'était vraiment le témoin d'une culture, d'une histoire, qui définit aujourd'hui l'Arménie ou Yerevan, et quelque chose qu'on a envie de transmettre aussi aux générations futures. Donc ça c'est une définition qu'on a du mal à obtenir à Yerevan. Par exemple, c'est quelque chose, le patrimoine en tant que tel, c'est quelque chose qui est difficile à définir. Les intervenants, les personnes qu'on a rencontrées ont du mal à dire précisément ce que c'est que le patrimoine. Et a fortiori à Yerevan, où on a un patrimoine qui est essentiellement 20e siècle, les gens ont vraiment, enfin les membres des institutions, que ce soit à la mairie ou dans les ministères concernés, ont vraiment du mal à définir ce que peut être le patrimoine à Yerevan. Et effectivement, je pense qu'il y a une notion, notamment celle de patrimoine industriel, qui est très très peu répandue et qu'il faut développer. C'est un travail de pédagogie, je pense, un travail de fond. C'est quoi le patrimoine industriel? Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être les entrepôts, ça peut être les usines qui ont été construites notamment, qui tournent autour de l'industrie du vin, en fait, et du cognac, qui est quelque chose qui est fondamental en Arménie, en fait, ce rapport à ce type d'industrie. Ça, et c'est des bâtiments de grande qualité, en fait, qu'il faut aller voir et qu'il faut savoir conserver, voire changer la fonction. Effectivement, on peut tout à fait changer la fonction d'un bâtiment. Il y a aucun problème. Enfin, pour moi non plus, je vois pas de problème à changer la fonction d'un bâtiment. Par contre, il faut savoir préserver la structure et l'identité qui vraiment définit ce bâtiment, je pense. Alors, si on regarde, Laurie Ekimian, la question dans un sens inverse, c'est-à-dire que le touriste français, dans ce cas-là, que cherche-t-il quand il va dans un pays comme l'Arménie? Qu'est-ce qui devrait l'attirer pour que l'on puisse réfléchir sur le patrimoine comme vecteur de tourisme? Oui, en fait, je voulais un peu revenir. C'était aussi du coup la base de mon travail à Yerevan. Quand je suis arrivée, ce qui me frappait, c'était, ce qui m'intéressait aussi de travailler avec les personnes de la mairie, c'était comment rendre attractif ce territoire, comment améliorer l'image internationale de Yerevan. Parce que on peut demander là à quelqu'un, un Français dans la rue, ce que vous pensez d'Yerevan. Je doute qu'il ait une réponse, ou alors quelqu'un disait ça me rappelle Grozny, ou des choses complètement inimaginables en fait. Donc c'était ça en fait, je partais de là, de valoriser l'image de la ville. À travers quoi? C'est ça en fait. Du coup, on a commencé par faire une mission de la région sur le développement du tourisme. Donc on a travaillé aussi sur le site de Yerebuni, comment valoriser un peu ce site, parce que c'est vrai que les fouilles ont commencé fin des années 60 en Union soviétique. Ouais. Il y a eu des reconstructions qui ont été faites et qui ne sont pas du tout en lien avec les fouilles ou l'historique. En fait, les bâtiments qu'on peut voir sur le site ne correspondent pas du tout à l'histoire du site archéologique.
Et on a basculé après sur l'urbanisme et le patrimoine. Parce que c'est vrai que il faut voir les atouts en fait de la ville, les atouts positifs de la ville. C'est ça ma question. Quels sont les atouts de la ville? Telle termination. Mais pour moi, les atouts de la ville, c'est le patrimoine du XXe siècle. Ça ne peut plus être autre chose. Quoi? Et les soviétiques ont détruit énormément. Attention. C'est quoi précisément? Moi, je suis touriste. Je veux aller en Arménie. Vous êtes un guide. Vous êtes une agence de voyage. Qu'est-ce que je verrai en Arménie à Yerevan? Je ferais visiter, la Yerevan soviétique, parce que maintenant, de toute façon, le soviétique c'est devenu historique, donc c'est un sujet d'excitation, exotique. Donc ce style néo-arménien qui entretient une ambiguïté absolument fantastique, parce que il reproduit dans des formes gigantesques d'une architecture de régime des artefacts et des décors et des matériaux de l'architecture traditionnelle, ce qui si bien que si on est un peu naïf, c'était par exemple le cas quand j'étais enfant et que j'ai visité Yerevan, je croyais en fait qu'il s'agissait d'une ville historique. Donc il y a une espèce d'ambiguïté fondamentale qui est liée à ce style néo-arménien et qui recrée en quelque sorte cette histoire. Et puis ensuite, il y a ce fameux patrimoine moderne cher à Frédéric Chopin qui vraiment mérite là aussi un vrai traitement patrimonial. Mais ça suppose quand même de revoir complètement d'abord la propriété de ces édifices qui est maintenant aux mains d'oligarques, si nous avons bien compris. Et donc je ne vois pas comment, il va falloir éduquer les hommes d'affaires, éduquer les oligarques. Enfin, il y a un gros travail à faire. Et donc ça, je ne sais pas si ça peut se réaliser dans le cadre d'un partenariat avec la municipalité d'Yerevan. Alors, vous évoquez souvent ces contrastes justement entre l'époque soviétique et ce qu'on voit aujourd'hui depuis quelques années. Et vous rappelez des images dans le film de Combs Shabazian qui relate justement, on l'a vu à Paris, il était de passage il y a 2 ans, et on a vu vraiment ces contrastes assez spectaculaires. Pour ceux qui n'ont jamais visité Yerevan, ce film de Combs Shabazian met en avant justement ce côté dérangeant de cette architecture. C'est évidemment dérangeant parce que comme Shabazian, en plus je ne connais pas ce metteur en scène. J'ai vu ce film mais sans rien savoir de lui. Film en effet. Alors bon, ça va peut-être agacer Suzanne Monod, mais enfin film en effet une famille qui vit au milieu d'un trou de chantier et donc les gens se retrouvent à laver leurs enfants dans des bassines au robinet. Enfin, on a l'impression de se retrouver dans un bidonville à Rio ou je ne sais quoi. Tout ça sur bruit de pelleteuse. Alors, à aucun moment, il y a un plan général sur la ville ou même sur le chantier. On entend les pelleteuses, on voit les instruments et on les entend de façon permanente. Et c'est un film qui, selon moi, relate exactement le problème que nous essayons d'évoquer, c'est-à-dire cette extrême violence de l'urbanisme post-soviétique. Alors moi je reviens à la question initiale, Adeline Marquis, pour dire comment, puisque vous avez travaillé sur le sujet, comment mettre en avant Yerevan, une belle ville, parce que franchement, on est en train de dire aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas à Yerevan, on a des critiques par rapport à une certaine forme d'architecture, l'urbanisme mal organisé parfois, des autorisations à tout va pour construire ici et là. Des monuments qui disparaissent de la liste des monuments historiques. D'accord, mais ceci dit, être à Yerevan, vous y avez été 5 mois et 2 années, franchement c'est agréable de vivre dans ce pays, franchement. Oui, je confirme, c'est une ville qui est très très agréable à vivre et c'est quelque chose qu'il faut préserver. Je pense notamment Kentron, le district central, ça c'est vraiment un élément qui est vraiment très agréable à préserver. Et je pense que c'est un élément patrimonialisable aussi. C'est le plan de Tamanian, c'est quelque chose d'assez exceptionnel en fait. Enfin, donc on parlait de patrimoine industriel. Je pense aussi que c'est effectivement la carte à jouer de Yerevan. Tout comme l'eau, pour moi, c'est quelque chose de très important et qui participe de l'identité de la ville. Oui. L'eau, le bruit de l'eau, les fontaines, c'est vraiment quelque chose à mettre en valeur plus que ce qui existe aujourd'hui. Après, ce qu'il faut faire pour moi, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour une véritable mise en valeur du patrimoine, c'est d'abord initier une vraie réflexion sur ce qu'est le patrimoine et ce qu'est l'identité de la ville de Yerevan aujourd'hui. Ensuite, assurer un portage politique fort, faire du patrimoine vraiment une politique prioritaire et non pas comme aujourd'hui, juste une question qu'on aborde de façon secondaire. Construire une économie du patrimoine vraiment avec
des méthodes de financement, des impôts qui correspondent aussi à comment savoir récolter des fonds pour mettre en valeur certains bâtiments, créer une économie touristique également. Donc ça va venir au fur et à mesure, je pense. C'est mettre le patrimoine au cœur d'une véritable politique de développement durable et faire du patrimoine vraiment un point important dans un ensemble de politiques urbaines, c'est-à-dire liées au transport, liées aux déchets, liées à vraiment lier le patrimoine aux autres politiques urbaines, ne pas en faire un point exclu du reste. Alors justement, Yerevan, quelle identité touristique donnée à Yerevan? Parce que quand je vais à New York ou à Moscou ou à Dubaï ou au Mexico, je sais à quoi m'attendre. Est-ce que le touriste français aujourd'hui sait à quoi s'attendre? Quelle est l'image qu'on n'a pas peut-être encore réussi à créer, mais en tout cas qu'on veut créer de Yerevan? Pour le français, qu'est-ce que ça doit être? Est-ce que c'est les boîtes de nuit? Est-ce que c'est des endroits très agréables pour des jeunes? Est-ce que c'est un endroit très culturel? On n'a pas parlé de Kino Moskva. C'est aussi un des lieux que les citadins veulent préserver parce qu'on voulait construire non pas un supermarché mais une église. Alors parce que là il y a un double empilement patrimonial parce que ce cinéma à Moskva, le cinéma d'hiver et le cinéma d'été, puisque là il s'agissait de préserver le cinéma en plein air, qui est un édifice là aussi moderniste des années 60, était en réalité construite sur une église Boros Bedros qui a été détruite par les soviétiques au plus fort moment de la campagne athéiste durant les années 30. Donc là, à un moment, il y a eu une double bataille. L'église, je crois, voulait reconstruire une église, alors qu'en face, dans la parcelle d'en face, on a déjà reconstruit la résidence du Catholicos. Donc tout le quartier menaçait d'être ainsi, colonisé par par l'immobilier ecclésiastique. N'est-ce pas, Adeline Marquis, un point important pour le tourisme et le patrimoine de Yerevan et de l'Arménie d'une manière générale, c'est que finalement l'identité dont on parle, une partie de cette identité pourrait être ce qu'on appelle le tourisme religieux, c'est-à-dire ce patrimoine religieux qu'il faut renforcer. Non, le patrimoine religieux, oui, il existe, il est très important en Arménie, c'est sûr, c'est une véritable composante du tourisme patrimonial aujourd'hui. Ceci dit, c'est pas le cœur du patrimoine à Yerevan, absolument pas. Il est très important en dehors de l'Arménie. Tout à fait. En dehors de Yerevan. Donc il n'a pas besoin d'être si présent à l'intérieur de la ville, d'autant qu'on a construit. Le maintien de Kino Moskva. Ah, bien entendu, mais je regrette simplement que à cause des moyens de communication modernes, ce genre de salle de cinéma en plein air n'a malheureusement plus de raison d'être, parce que tout simplement déjà les gens vont beaucoup moins au cinéma et ils vont d'autant moins dans un cinéma en plein air. Mais j'aimerais que quelqu'un se préoccupe de remettre en route cette salle et qu'on puisse aller voir des films. En tout cas, nous avons aujourd'hui essayé de mettre en avant l'importance du patrimoine d'une manière générale en Arménie. On a évoqué très légèrement l'histoire du patrimoine par rapport à l'Union soviétique, les différentes étapes que Frédéric Chobin nous a présentées aussi. Nous sommes tous intéressés parce que Yerevan soit une ville belle, touristique, agréable et surtout harmonieuse, avec une identité, avec un passé, et aussi qu'elle soit tournée vers l'avenir, évidemment. Donc j'espère que cette émission aura permis de mettre en avant ces quelques préoccupations que je pense tout le monde partage. Alors je dois juste rappeler que nous sommes partis dans cette discussion sur la base de ce livre que vous avez dirigé à l'intermination, Patrimoine et architecture dans les années post-soviétiques, et qui sera présenté bientôt à Chênes, à la braderie il sera présenté, je serai présente pour une signature le 30 novembre à la braderie Chênes à Sèvres. C'est ça. Et puis, je crois que Frédéric Chobin, je ne crois pas, je le vois, vous avez une exposition qui a déjà commencé et qui se terminera le 21 décembre. Donc, c'est à la galerie Nisson et Chiglien, 117 rue Vieille du Temple, 3e arrondissement de Paris. Tout à fait. Donc c'est l'occasion d'aller découvrir toutes ces photographies extraordinaires de l'ensemble de l'Union soviétique, mais aussi de l'Arménie. Donc un travail assez colossal de 2 décennies, c'est ça ?
D'une décennie. Une décennie. Oui, tout à fait. Alors, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes photographe et vous êtes surtout le rédacteur en chef du magazine Citizen K. Merci à Adeline Marquis, urbaniste, et à Laurie Ekimian, ancienne coopérante de la région Île-de-France à la mairie de Yerevan. Donc, toutes les deux, vous avez travaillé avec la mairie sur place. Et merci à Suzanne Monod qui était avec nous par téléphone depuis Lyon. Suzanne Monod qui est architecte. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.